Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, version raccourcie mais cool quand même. Ça s'appelle l'Extra Ball, c'est l'occasion de prendre quelques minutes pour évoquer par exemple un film du temps jadis lorsqu'il ressort, comme c'est le cas pour le légendaire Série Noire d'Alain Corneau, dont une toute nouvelle copie numérique restaurée est actuellement en circulation. On va en parler avec mon camarade David Honora. Salut David. Salut Thomas. Je précise que comme toujours nous sommes à l'antenne Paris, nos ciné Extra Ball spécial Série Noire, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, Série Noire d'Alain Corneau, donc 1979 à l'origine, un film qui, comme son nom l'indique, ne fleure pas vraiment la joie de vivre et nous emmène sur les traces de Franck, représentant de commerce au bord de la crise de nerfs, incarné par le regretté Patrick Devers, qui, largué par sa femme virée de son boulot, rencontre Mona, alias Marie Trintignant, une toute jeune prostituée avec laquelle il s'embarque dans une virée criminelle qui forcément ne va pas bien finir. C'est tiré d'un roman noir du grand James Thompson, Une femme d'enfer. L'adaptation est co-signée par Georges Perec, c'est quand même un peu la classe. Quel regard on porte sur ce film aujourd'hui, David ? C'est un film qui est intéressant et qui pour moi n'a pas vieilli parce qu'il est ancré dans son époque et du coup il témoigne d'une période assez spécifique et particulière à la fois de la France et du cinéma français. Et donc en fait on est à la fin des années 70, à la fin des 30 glorieuses, après le choc pétrolier, et donc à une période où ça commence à sourire un peu moins pour l'économie et donc pour les Français en fait. Ah oui, avant ça allait bien. Pour notre génération, c'est difficile à comprendre. Il y a eu toute une période d'une trentaine d'années enfin, ça allait bien, pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça allait de mieux en mieux. Voilà. Et il y avait une dynamique du progrès. Il s'est passé un certain nombre de choses. Il y a eu évidemment les événements de mai 68, des remises en question, des révolutions, du progrès social, plein de choses. Et on arrive en 79 au moment du film à une sorte de première grosse période de morosité totale. De déprime. Et du coup, en fait, on est dans un film qui... on suit un personnage, comme tu disais, qui fait donc, c'est un VRP, il fait du porte-à-porte pour vendre un peu sa camelote en imperméable. Donc il s'insère dans tout un cinéma français qui avait ce genre de personnage très souvent interprété par. On trouve beaucoup de ce genre de films dans la filmographie de Jean Rochefort ou Jean-Pierre Mariel qui jouait hyper bien le représentant de commerce, le vendeur en parapluie ou je sais pas quoi. Qui va voir les dames quand elles sont toutes seules comme monsieur est au travail. Exactement. Donc c'est des hommes à moustache. Un peu lourdeau, etc. Et alors, on a le personnage donc qui est ici, qui est interprété par Patrick Devers et qui lui est dans une tonalité un petit peu différente de ces Lascar-là, qui est plus fragile, qui a quand même la moustache, oui. Et qui aussi, il y a un aspect important, c'est que dans les films dont je parle, ça permettait aussi une certaine itinérance, c'est-à-dire que justement c'était des VRP mais qui sillonnaient la France, oui. les petites routes de province, des bleds paumés, et là Patrick Devers est bloqué à Créteil, quoi. En gros, il est bloqué dans la banlieue parisienne, une banlieue vraiment très 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 morose, assez terne, qui est au moment de la bascule, c'est-à-dire qu'il vit dans une sorte de petit pavillon de banlieue, et en même temps dans certaines séquences on voit qu'il commence à y avoir des tours qui se construisent, etc. Et il est complètement débordé par tout, quoi. C'est la vie le renverse. Il arrive à rien gérer. Le boulot, c'est une catastrophe. Il se fait plus ou moins arnaquer par ses clients. C'est un mari violent. Et en même temps, sa femme, qui est jouée par Myriam Boyer, une jeune Myriam Boyer à l'époque, lui fait un peu les 400 coups. Donc il est complètement paumé. Et Devers est extraordinaire dans ce rôle-là parce que en fait il arrive à exacerber sa vulnérabilité. Il y a quelque chose dans le style de jeu et dans les scènes très outrées du film. Ça me rappelle ce que faisait Cassavetes à l'époque, c'est-à-dire que Corneau laisse en fait Devers un peu en roue libre. Il y a notamment la scène célèbre du film, où il se met des coups de tête contre le capot de sa bagnole, et Devers à l'époque avait insisté pour le faire lui-même et pas laisser
une doublure, un cascadeur le faire à sa place. Et il y a vraiment, il est au sommet de cette image de d'écorché vif. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans le Patrick Devers des valseuses qui a une forme de joie de vivre, de détente. Et là, il est vraiment bouffé par tout ce qui lui arrive. Il fait la rencontre donc de Marie Trintignant qui a 16 ans à l'époque. Et, alors tu disais dans l'intro, c'est une prostituée. En fait, elle vit chez sa tante qui la prostitue plus ou moins pour avoir une robe de chambre. C'est ça. Et elle tombe instantanément amoureuse de Devers. En même temps, on a l'impression qu'elle tombe amoureuse de tout ce qui bouge. Oui. Donc, et lui est pas dupe de ça. Et du coup, il va prendre une série de mauvaises décisions qui vont l'amener à commettre des crimes assez graves, des meurtres. Des meurtres, même. Et en fait, tout ce qui est intéressant dans le film, c'est justement le fait qu'on est à la croisée de différents univers, différentes esthétiques, et que tout colle vraiment, vraiment parfaitement à ce que Patrick Devers pouvait faire là-dessus. D'ailleurs, Corneau avait dit qu'il n'envisageait pas de faire le film avec un autre acteur. Et il en est vraiment l'incarnation. Donc les esthétiques dont je parle, donc d'abord il y a Jim Thompson qui est l'auteur du, je dirais, polar, enfin du roman noir dont le film est tiré. Jim Thompson, c'est un écrivain et scénariste américain qui a notamment fait des scénarios pour Kubrick. Il a écrit l'Ultime Razzia et Les Sentiers de la Gloire. Il a fait pas mal de romans noirs et de romans policiers, dont certains. Enfin, il y a Sam Peckinpah qui avait adapté Guet-apens. Plus tard aussi, Tavernier a adapté un coup de torchon. Donc c'est l'adaptation de. Qui a fait l'adaptation, je sais plus. Non, qui est l'adaptation? Je cherche le titre du roman à l'origine, mais je te laisse continuer, je vais chercher ça. Et du coup, ça incarne en fait un type de littérature qui a beaucoup influencé en fait la nouvelle vague à ses débuts, et notamment des films comme À bout de souffle de Godard ou Tiré sur le pianiste de Truffaut sont des films qui véhiculent une conviction de la nouvelle vague, qui était en fait de se réapproprier de la littérature entre guillemets jugée bas de gamme par la pensée de l'époque, pour en faire des films de mise en scène et des films qui vont créer une ambiance. J'ai retrouvé le titre, c'est Pottsville 1280 habitants, qui est un roman extraordinaire de Jim Thompson qu'il faut absolument lire. C'est un tout petit livre noir sur un shérif qui se venge, et donc c'est l'adaptation par Tavernier, est assez éloignée du bouquin, mais ça s'y retrouve assez bien. Et donc on est dans cette même logique, donc issue de la nouvelle vague qui a fait son temps en 79. On est vraiment plus que après la fin de la vague, mais on est dans cette approche qui est à la fois tirer parti de l'ambiance du roman noir et y insuffler quelque chose de très français. Et du coup, on est complètement dans la France de l'époque, et en même temps dans une ambiance qui tend vers le cinéma américain. Et donc d'autres qui en fait entre-temps ont fait ça bien. Il y a aussi Jean-Pierre Melville dont les films participent aussi à ça. Sauf que en plus de tout ça, il y a cette vulnérabilité, et vraiment cette histoire d'un mec qui ne contrôle plus sa vie. Donc on est dans quelque chose qui est assez déprimant. En même temps, c'est là où vraiment Devers est génial, c'est qu'il a des sortes de traits de comédie qui peuvent surgir à n'importe quel moment. À un moment, en fait, il a prévu un plan en fait pour commettre le meurtre en voulant faire passer un autre client pour le meurtrier.
Et en fait, donc l'idée, c'est d'abattre l'autre victime en lui tirant dessus, et puis de mettre le flingue dans la main de l'autre personne. Et en fait, il se trompe. Au début, il met la main, et donc du coup, il se dit ah mais non, mais qu'est-ce que je fais, je suis con. Et cette scène de comédie, alors qu'on est vraiment au moment le plus gore et le plus plombant du film, c'est quelque chose qui est vraiment bluffant au niveau du jeu de Vers. C'est cette capacité à sauter d'un registre à l'autre très très vite, et à chaque fois de le faire complètement à fond. Et effectivement, tu le disais aussi en intro, c'est Georges Perec qui signe les dialogues du film, qui sont pour moi malheureusement en fait un peu ferment une tradition du cinéma français qui était pour moi une tradition très positive, qui consistait à prendre énormément de soin dans l'écriture des dialogues. Et c'est quelque chose qui a traversé tout le réalisme poétique, et à l'époque où Prévert signait des dialogues, qui a survécu aussi au moment de la nouvelle vague, qui était extrêmement important dans le cinéma français, qui était un cinéma très verbeux, très littéraire. Très littéraire, et avec des mots d'esprit. Donc et dans la comédie, évidemment, ce que faisait Michel Audiard allait aussi dans cette logique-là. Et en fait, je pense que quelque chose vraiment s'est gravement perdu dans le cinéma français, c'est cette recherche à la fois de la langue française et aussi du parler populaire. Et ce truc est quelque chose qui manque très très cruellement au cinéma français, et qui potentiellement est peut-être un peu une conséquence négative de la nouvelle vague, justement, dans le sens où en fait le rôle du réalisateur est devenu tellement omnipotent que les métiers de scénariste et de dialoguiste encore plus ont sauté. Et c'est quelque chose qui, vraiment, je pense que potentiellement le renouveau du cinéma français peut passer par là, par une capacité à retrouver des dialogues qui sonnent cinéma et qui apportent quelque chose d'intéressant. Et puis voilà, tous les acteurs du film sont extraordinaires. Le rôle de... Alors, je confonds toujours père et fils, mais Bernard Blier est dedans extraordinaire. Il joue le patron de Devers. Le patron à qui on la fait pas, et qui donne une scène finale extraordinaire. Voilà, donc c'est un film dont on entend souvent parler. Je parlais de la fameuse scène où on voit Devers se fracasser la tête contre la bagnole, et qui finalement a peut-être pas été tant vu que ça. Donc je pense que le revoir au cinéma, ça peut valoir le coup. Ça peut vraiment être l'occasion, si vous pouvez. Et puis sinon, évidemment, ça peut se trouver un petit peu partout. Il y a des copies d'assez bonne qualité. Et c'est une des copies de très très bonne qualité. Il y avait eu une réédition, notamment une réédition même, je crois, en Blu-ray qui était très chouette. Et on peut dire aussi un mot de la musique du film, qui est assez dingue, en fait, qui capture bien l'esprit du temps, justement. Et ça, c'est aussi c'est une volonté de Corneau, pour le coup. En fait, Corneau avait vu notamment ce que commençait à faire Scorsese avec Mean Streets. C'est en fait tout simplement ne pas utiliser de la musique originale, mais utiliser la musique qui passe à la radio. Voilà. Quoi. Et donc il y a énormément de tubes de l'époque qu'on entend dans le film. Il y a pas mal de Claude François. Et du coup aussi du Bonnet M aussi, je crois. Alors moi je suis nul en black, je ne reconnais pas. Il y a Rivers of Babylon, je crois. Ouais, mais voilà, c'est ce genre de truc. Et pareil, qui participe à l'ambiance du film, et qui du coup se prive, ou en tout cas se passe de musique dans pas mal de séquences qui sont du coup sans musique in. Un peu sèche. Et voilà, sont des trucs. Et en fait, quand il n'y a pas de musique, c'est en général Devers qui prend les commandes et qui part dans une sorte d'embardé hystérique, mais toujours avec à la fois un sens du rythme et aussi un
certain sens de la mesure qui le rend vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'est un film qui est très étrange, mine de rien. Enfin, je pense pas que on a l'impression, enfin, qui est tellement pivot dans les époques, à la fois de bien le connaître ou de bien voir dans quel sentier il se trouve. On n'en voit pas beaucoup des comme ça. Non, c'est vrai. Je partage cet avis, David. Merci beaucoup, David Honora. Notre temps est écoulé. Merci Jules à la technique et donc revoyez Série Noire. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil et au public qui nous a suivis jusqu'au bout de la nuit pour enregistrer ce dernier Extra Ball. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très bientôt. Rosebud